Nous sommes au Canada en 1987. Un certain Kenneth Sparks sort de sa voiture alors qu'il vient de parcourir 23 km en dormant. Car oui, Kenneth est en pleine crise de somnambulisme. Il entre alors dans la maison de ses beaux-parents grâce à un double des clés qu'il possède avant de tuer sa belle-mère en la frappant avec une clé à étrou et en la poignardant. Il s'en prend également à son beau-père, mais lui survivra. Kenneth se rendra immédiatement au commissariat et déclara « Je crois que j'ai tué quelqu'un, mais... Désorienté, il ne terminera pas sa phrase, il est confus et incapable de se souvenir clairement des événements. Comme si la personne qui avait commis ce crime n'était pas lui, mais bien quelqu'un d'autre. Pour te donner un peu de contexte, à ce moment-là, Kenneth a 23 ans et il traverse une période de stress intensif. Kenneth... Bon, on va l'appeler Kenneth, ça sera plus facile. Kenneth vient de perdre son travail et il a donc des problèmes financiers et des troubles du sommeil persistants. Lors de son procès, la défense affirmera qu'il était en état de somnambulisme au moment du crime et qu'il n'avait absolument aucune intention criminelle. Des neurologues, psychiatres et spécialistes du sommeil l'ont soumis à des tests et ont confirmé qu'il souffrait de parasomnie violente, une forme grave de somnambulisme dans laquelle le sujet peut avoir des comportements complexes en dormant, comme conduire ou tuer quelqu'un, et tout ça en restant totalement inconscient. Son absence d'antécédents judiciaires jouera en sa faveur et Kenneth sera acquitté et reconnu comme non responsable de son crime, car il était considéré comme non conscient de ses actes et sans conscience, pas de volonté criminelle, et sans volonté criminelle, pas de responsabilité pénale. Si je t'ai raconté cette histoire, c'est parce qu'elle soulève de nombreuses questions sur la responsabilité et sur l'identité qui va être le sujet de cette vidéo. Si le système juridique canadien a reconnu Kenneth comme non responsable, c'est parce qu'il considérait qu'à ce moment-là, il n'était pas conscient de ce qu'il faisait et qu'il était comme absent. Mais s'il n'était pas aux commandes, alors qui a tué sa belle-mère? De par cette décision, la justice établit une différence entre le moi agissant et le moi conscient. Elle considère que le moi conscient est le véritable moi, celui qui engage la responsabilité. Le truc, c'est que ce raisonnement pose un problème philosophique majeur. Philosophiquement, l'identité personnelle renvoie à ce qui fait qu'une personne reste la même à travers le temps, malgré les changements qu'elle peut vivre. On pourrait la représenter par une ligne continue qui commence le jour de notre naissance et se termine le jour de notre mort. Or, dans le cas de Kenneth, cette ligne est discontinue. Durant ses crises de somnambulisme, il s'arrête avant de reprendre un peu plus loin. Mais alors, qu'est-ce qui relie ces deux lignes? Qu'est-ce qui fait qu'on peut considérer que cette ligne coupée en deux représente bien une seule et même personne? Et surtout, qu'est-ce qui se passe pendant ces espaces vides? Ok, je suppose qu'il t'est sûrement déjà arrivé qu'on te montre des photos de toi quand tu étais encore un bébé ou un très jeune enfant. Peut-être que la personne qui te montrait ces photos ajoutait des commentaires du style « Qu'est-ce que t'étais mignon à cette époque !» Oh, qu'est-ce que t'étais mignon à cette époque. Non, j'étais moche. Comme tous les bébés. Cela dit, selon ma mère, j'étais un bébé adorable, mais ce qui est marrant, c'est que ça flatte un petit peu mon ego, alors que en vrai, y a rien qui me relie entre lui sur la photo et moi maintenant, tu vois. Je me souviens évidemment pas de cette époque et je n'ai plus rien à voir physiquement comme mentalement avec ce petit garçon-là. Pourtant, nous sommes la même personne, la même ligne. Seulement, au moment de la photo, j'étais au début de la ligne et maintenant, j'en suis à la fin. En tout cas, à la fin de ce qui est déjà tracé, parce que j'espère ne pas mourir tout de suite quand même. Mais la question que je me pose alors, c'est qu'est-ce qui fait que cette ligne qu'on appelle l'identité personnelle est bel et bien continue? Quel facteur commun peut-on retrouver à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit de la ligne? Autrement dit, si j'imagine cette ligne comme le timecode d'un film, qu'est-ce qui fait que si je clique à 27 secondes ou à 20 ans et 179 jours, je puisse me dire que c'est bel et bien le même film, la même histoire, la même personne, la même identité? Bon, accroche-toi parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, répondre à cette question est un casse-tête infini. Le critère qui me semble le plus instinctif, le plus criant, celui qui saute aux yeux et qu'à vrai dire on utilise de manière naturelle dans la vie de tous les jours, c'est le critère du corps, le critère corporel, et c'est normal parce qu'il est rarement faillible. Ce qui caractérise notre personne, ce qui fait notre identité, n'est ni plus ni moins que notre enveloppe charnelle. Et globalement, c'est comme ça qu'on réfléchit dans la vie de tous les jours, on reconnaît quelqu'un à son physique et non pas à son comportement ou à ses agissements. C'est ce qui fait qu'une personne bipolaire est toujours la même dans ses phases maniaques comme dans ses phases dépressives. Mais si on réfléchit de manière aussi simpliste, alors Kenneth aurait bien dû être condamné car c'est bien ses mains qui sont tachées du sang de sa belle-mère. Et plus globalement, le critère du corps soulève d'autres problèmes philosophiques sur ce qui caractérise l'identité. Prenons l'exemple du bateau de Thésée, une expérience de pensée imaginée par le philosophe grec Plutarque, dans laquelle le légendaire héros grec possède un bateau que l'on garde dans un musée pour se souvenir de ses exploits. Avec le temps, les planches du bateau pourrissent et sont remplacées une par une jusqu'au jour où toutes les planches ont été changées. Et à ce moment-là se pose alors la question suivante, est-ce toujours
toujours le bateau de Thésée ou est-ce un autre bateau? Et si l'on considère la deuxième option, alors à partir de quand l'est-il devenu? Ce paradoxe met donc en évidence que le critère corporel est assez faillible pour définir l'identité, car tout comme le bateau de Thésée, les cellules du corps humain se renouvellent presque entièrement en quelques années. Enfin, sauf les neurones, et finalement c'est peut-être là qu'il faut aller regarder. Peut-être que le critère corporel est la bonne idée et qu'il suffit juste d'un petit peu zoomer. Le cerveau est le seul organe qui s'est nommé lui-même et qui pourtant continue de parler de lui à la troisième personne. Personnellement, c'était plutôt mon intuition quand je me suis posé la question de notre identité. Nous sommes notre cerveau, et ça paraît logique. Si l'on mettait mon cerveau dans le corps d'un autre et qu'inversement on mettait le cerveau d'un autre dans mon corps, je considérais que je serais toujours moi mais dans un autre corps. Car ce qui fait mon identité, c'est bien ce qu'il y a dans mon cerveau. Ça paraît logique, non? Le critère cérébral est notamment défendu par un certain Derek Parfit car il est le siège de la conscience, des souvenirs, des émotions et des pensées. Même si ton corps change ou que tu perds des souvenirs, tant que ton cerveau reste intact, tu restes toi. Malheureusement, ce n'est pas si simple. Encore une fois, on va retourner voir notre ami Kenneth. Dans son cas, si l'on s'en tenait au critère cérébral, il aurait dû être condamné, mais pourtant les psychiatres ont conclu qu'il n'était pas conscient lors du drame. Sauf que son cerveau était matériellement identique à la veille ou au lendemain. Ça voudrait dire qu'au-delà du critère matériel que représente le cerveau, il y aurait un quelque chose en plus que l'on qualifierait de conscience qui nous permettrait d'avoir une identité. Pour que tu comprennes où je veux en venir, on va parler de téléportation. La téléportation, c'est quelque chose de théoriquement réalisable et ça a d'ailleurs déjà été réalisé à l'échelle microscopique, même si on est encore loin d'y parvenir à échelle humaine. Mais admettons que ce soit possible de téléporter un humain. En quoi ça consisterait exactement? Ce qu'on appelle la téléportation, c'est en fait simplement du clonage. En gros, on réalise une copie de toi à un autre endroit et on supprime l'ancienne version de toi à l'endroit initial. Alors, si on s'en tient à un critère purement matériel comme le cerveau, on devrait donc considérer que t'es mort. Or, la version résultante de toi, celle qui aura été recréée, considérera avec une certitude absolue qu'elle est bien toi, avec tous tes souvenirs et tes capacités cognitives. Cette expérience de pensée montre les limites des critères matériels, alors il faudrait peut-être se pencher sur quelque chose de plus immatériel, ou en tout cas, je dirais, de plus conceptuel. Parce que si on doit rentrer dans le débat de qu'est-ce qui est matériel ou qu'est-ce qui ne l'est pas, on s'en sortira absolument jamais. Ok, on va partir d'un constat très simple. Ce qui fait que tu considères que la personne que tu étais hier est la même que celle que tu es aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui tu te rappelles avec plus ou moins de précision que tu étais bien toi hier. En gros, ce que je veux dire, c'est que tu t'es pas réveillé aujourd'hui sans aucun souvenir, avec l'obligation d'accepter toutes les actions que ton corps a effectuées par le passé sans pour autant t'en souvenir. Ou alors, si c'est le cas, c'est que tu es amnésique, mais ça, on va y revenir dans pas longtemps. Là, ce que je suis en train d'aborder, c'est le critère du philosophe John Locke, le critère mémoriel. En gros, si je me souviens d'avoir fait telle chose à tel moment, c'est que c'était moi. Pas besoin que le corps soit le même, ni que le cerveau soit intact, c'est la conscience de mes souvenirs qui m'identifie à moi-même. L'avantage de ce critère, c'est qu'il nous permet d'aller dans le sens de la décision de justice qui a été prise à propos de notre ami Kenneth. Ce dernier n'a pas de souvenir de ce qui s'est passé durant le drame, son état de confusion quand il est allé se rendre à la police le prouve bien. Alors on peut considérer, si l'on suit ce critère, que ce n'est pas lui qui a commis ce crime et qu'il mérite donc d'être inculpé. Ce critère, en plus d'être relativement intuitif, répond aux objections qu'on pourrait opposer au critère cérébral, comme par exemple le paradoxe de la téléportation. Si l'on considère le critère mémoriel, on doit admettre que la personne résultante de la téléportation est bien nous, car si la téléportation s'est bien passée, la mémoire a été gardée absolument intacte. Mais bon, je pense que tu commences à y être habitué, il y a évidemment des objections et des limites à opposer à ce critère. Tu te rappelles la première chose que je t'ai raconté au début de la vidéo pour t'introduire le concept d'identité personnelle? Tu sais, quand je parlais des photos de toi bébé, a priori il y a quand même de fortes chances que tu ne gardes absolument aucun souvenir de cette période, et pourtant tu auras sûrement du mal à dire que ton toi bébé, c'est pas toi. Pourtant, Locke dirait que non, si on ne se souvient pas d'une période de notre vie, c'était juste pas nous. Ce qui est embêtant, c'est que ça peut soulever de nombreux problèmes quand on parle de maladies neurodégénératives, comme par exemple Alzheimer. Dans le cas de cette maladie, les souvenirs les plus récents s'effacent en premier, ce qui peut parfois donner l'impression au malade d'être revenu à 20 ans, voire en enfance. Et alors, en suivant le critère mémoriel, on devrait considérer qu'une personne de 90 ans qui souffre d'Alzheimer est redevenue un enfant de 10 ans. En soi, ce point de vue peut être défendable, car même si d'un point de vue extérieur ça paraît totalement absurde, si on se met à la place du malade, ça nous paraîtrait être tout autant une évidence que le fait que tu penses être toi-même à ce moment-là. Mais sinon, le critère mémoriel soulève des questions philosophiques intéressantes, notamment pour les cas d'amnésie. Doit-on considérer qu'une personne qui serait victime d'une amnésie identitaire est toujours la même personne
personne qu'elle était auparavant. C'est assez difficile à dire parce que le cerveau reste en partie le même. Généralement, une personne victime d'amnésie continue par la suite d'aimer les mêmes choses et même les mêmes personnes. Mais par contre, qu'est-ce qu'on devrait faire si on prend le cas d'un criminel par exemple? Admettons qu'un tueur à gages perde la mémoire durant son arrestation et que les médecins affirment qu'il ne joue pas la comédie. Devrait-on le punir pour ses crimes? C'est une question des plus difficiles car pour les familles des victimes, il serait absolument insupportable de voir un meurtrier récidiviste en liberté. Mais d'un autre côté, si l'on se met à la place du criminel, ça doit être tout autant insupportable d'atterrir dans un autre corps sans aucun souvenir et en étant condamné à purger la peine que ce qui nous semble être quelqu'un d'autre a provoqué à notre place. La justice est censée permettre avant tout d'éviter les récidives, avec l'efficacité qu'on lui connaît, mais bon ça c'est un autre débat. Ce que je veux dire, c'est que si on enferme une personne amnésique, c'est qu'on reconnaît une chance de récidive. Et alors ça voudrait dire qu'on la considérerait comme une personne intrinsèquement mauvaise. Et à ce moment-là se pose également la question déterminisme de la légitimité d'enfermer quelqu'un s'il allait quoi qu'il arrive devenir une mauvaise personne. Mais bref, je pense que je m'égare. Tout ça c'est pour te dire que le critère amnésique soulève un certain nombre de problèmes philosophiques et moraux assez importants, et que l'utiliser pourrait en soi marcher si l'on est prêt à accepter des choses assez ubuesques, comme par exemple qu'un fou qui est persuadé d'être Napoléon doit être considéré comme tel car il pense se souvenir de la retraite de Russie et de Waterloo, ou encore que comme ton pote a oublié qu'il te devait de l'argent, et bah du coup il t'en doit plus. Et en plus de ça, ce critère entraîne des incohérences mathématiques que soulève notamment le philosophe Thomas Reid avec le paradoxe du général oublié. Dans cette expérience de pensée, on considère qu'un enfant qu'on va appeler Petit A a volé une pomme, et plus tard il deviendra un soldat adulte qu'on appellera Petit B qui se souvient de ce vol dans son enfance. Et encore plus tard, il deviendra un vieillard croulant Petit C qui ne se souvient plus de son enfance et par conséquent du vol de la pomme, mais qui pourtant a encore les idées très claires quant à sa vie de soldat. Si l'on suit le critère de Locke, alors l'enfant Petit A et le soldat Petit B sont la même personne, donc A égale B. De même, le soldat Petit B et le vieillard Petit C sont également la même personne, donc B est égal à C. Or, le vieillard et l'enfant ne sont pas les mêmes personnes, car le vieux ne se souvient pas de son enfance, alors A n'est pas égal à C. Le problème c'est que si l'on veut respecter une propriété mathématique simple, alors si A égale B et B égale C, alors A doit également être égal à C. Sauf que selon Locke, ce n'est pas le cas, on a donc un problème. À cela, il faut pas non plus oublier que nos souvenirs sont parfois flous ou imprécis, donc en suivant ce critère, on devrait considérer qu'on a une identité qui varie au fur et à mesure des jours, et que parfois, grâce à une réminiscence d'un souvenir oublié, on redevient la même personne qu'on était il y a 10 ans, alors que la veille on ne l'était pas. Bref, c'est un casse-tête sans nom, alors peut-être vaut-il mieux chercher un autre critère pour définir cette fichue identité. Ou alors peut-être qu'il faut carrément remettre en question le concept d'identité personnelle. Et ça, c'est ce que va faire un certain philosophe britannique du nom de Derek Parfit. Et lui, il va remettre drastiquement en question l'idée dominante qui consiste à dire qu'on a tous une identité personnelle, stable et unique. Et à la place, Parfit nous explique que ce qui compte, c'est la continuité psychologique, même si l'identité technique est rompue. Il parle de relations de survie psychologique. Bon ok, pour que tu comprennes, on va reprendre l'image de la ligne qui représenterait l'identité personnelle. En fait, selon Parfit, l'identité personnelle ne peut pas durer dans le temps et ce n'est qu'un point sur cette ligne. Notre identité, c'est ce qu'on est à un instant T. Et à l'instant T plus 1, nous sommes quelqu'un d'autre car quelque chose a forcément changé dans notre corps. On perçoit une nouvelle information, on a fait un mouvement ou on a perçu un nouveau son. Mais Parfit n'exclut pas l'existence de la ligne non plus, il lui donne juste un nouveau nom, la survie psychologique ou survie identitaire. Pour s'expliquer, Parfit prendra l'exemple d'un homme qu'on appellera l'individu A. Et on imagine alors qu'on lui scinde le cerveau en deux au niveau des hémisphères pour qu'on le dispatche dans le corps de deux autres individus jumeaux monozygotes avec A. Jumeaux monozygotes avec A, ça veut dire qu'ils ont exactement le même corps que A, en gros c'est des triplés. Et donc on les nommera tous les deux B et C. Comme les hémisphères du cerveau sont indépendants, on imagine alors que les deux nouvelles personnes gardent les mêmes souvenirs et la même personnalité. Sauf qu'ils ne peuvent pas être la même personne. Parce que ça n'a pas de sens d'exister deux fois à deux endroits distincts en train de faire des choses complètement différentes. D'autant plus que leurs futures expériences vont probablement les faire évoluer différemment. C'est donc pour cette raison que Parfit parle de relations de survie, car les données identitaires de A sont conservées dans B et dans C. Mais on ne peut pas dire qu'il y a une conservation de l'identité personnelle, car ça impliquerait qu'on puisse découper notre identité en deux. Comme si notre ligne continue pouvait à tout moment se transformer en un Y. Je pense que tu serais d'accord pour dire
dire que ça ne ferait pas vraiment sens. Mais finalement, moi cette théorie, elle me plaît assez bien. Pour reprendre une énième et dernière fois l'exemple de Kenneth, ça marche plutôt bien de parler de survie de l'identité. Car on peut considérer que sur la ligne continue que Parfit appelle survie psychologique, et chaque point de cette ligne représente un Kenneth différent. On peut donc considérer que le Kenneth qui a commis ce crime n'était pas le Kenneth de maintenant, même si son identité a survécu. Ce qui compte à la fin, c'est que la ligne ne s'arrête pas, et elle pourrait même se séparer en plusieurs sous-lignes. Un peu à la manière de Twice dans My Hero Academia. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu l'animé, Twice c'est un mec qui peut se diviser littéralement à l'infini, si bien qu'il ne sait même plus qui de ses clones est le véritable lui. À ce problème, Parfit répondrait que cette question n'a aucune importance, car l'identité personnelle n'existe pas, et ce qui compte c'est simplement la survie. Et dans le cas de Twice, son identité survit à travers tous ses clones, sans pour autant que ces clones soient la même personne. Bon, est-ce qu'on n'aurait pas enfin trouvé notre système parfait? J'ai parlé de Twice juste avant, et lui il se trouve que savoir que son identité survivait à travers ses clones, ça ne lui suffisait pas. Alors il a pété un câble et a fini par s'entretuer avec ses propres clones jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul exemplaire de lui. En fait, le problème avec la vision de Parfit, c'est que t'es obligé de renoncer à un toi stable. Alors même si en théorie ça tient debout au vu des limites de l'identité personnelle qu'on a relevées tout au long de la vidéo. Le truc c'est que dans la pratique, ça pose un véritable problème identitaire dont Twice est le meilleur exemple. A priori, tu te lèves le matin en pensant que tu es toi et pas un tas de souvenirs empilés dans un corps. Il est concrètement très difficile de vivre sans identité personnelle. On a besoin d'un minimum de continuité pour pouvoir se projeter dans l'avenir, aimer quelqu'un, n'importe quoi. Mais surtout, si l'identité n'existe pas, alors qui est responsable de mes actes passés? Est-ce que je peux être jugé si le seul lien entre moi et mes actes passés, c'est la survie de l'identité, mais que moi j'ai changé entre temps? Il est évidemment très difficile de faire fonctionner la relation de survie psychologique dans un système juridique, car on ne saurait plus vraiment où mettre le principe de responsabilité. Si l'on considère que la survie de l'identité n'est pas suffisante pour que l'on soit responsable des actes de notre moi du passé, alors ça voudrait dire qu'un clone de Twice devrait être responsable de ce qu'a fait la version originale. Et en plus de ça, ça ne résoudrait pas la question de Kenneth et ça rajouterait même des questions compliquées à notre débat. En fait, même si c'est théoriquement viable, le système de Parfit n'est pas un système qui fonctionne, en tout cas pas pour la majorité des humains. C'est assez difficile de concevoir notre vie comme une simple relation de survie entre le moi du passé, le moi du présent et le moi du futur. C'est un peu comme considérer que tous les efforts que je fournis dans le présent ont pour objectif de servir la personne qui me survivra mais qui ne sera pas moi-même. Car à chaque instant, nous devenons une personne différente. À chaque actualisation de l'état de notre cerveau, nous changeons d'identité tout en gardant une relation de survie entre l'ancien et le nouveau moi. Bon, d'un côté, ça nous force à réfléchir de manière plutôt altruiste, mais c'est surtout assez déconcertant et ça peut même être plutôt déprimant comme façon de penser en fonction de ta manière de voir les choses. Bon, ok, on a un système qui marche théoriquement, mais pas dans la pratique, et je parle pas du communisme, lol. Mais en fait, j'ai envie de te dire que ça nous fait une belle jambe d'avoir un système qui marche théoriquement, mais qui dans la pratique soulève plus de questions qu'il n'en résout. Mais alors, est-ce qu'il ne vaudrait pas plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire un système qui ne marche pas théoriquement, mais qui dans la pratique serait viable? Je te présente alors notre dernière théorie sur l'identité personnelle, j'ai nommé le fictionnalisme. Bon, tout comme Parfit, les fictionnalistes sont d'accord sur quelque chose, l'identité personnelle est une fiction. Mais une fiction utile. Ce n'est pas une illusion ni un mensonge, mais bien une construction narrative qu'on utilise pour donner un sens à son existence. On ne serait pas réellement une personne en soi, mais on se raconte que l'on en est une. Ce qu'on appelle le moi est en fait simplement une histoire que l'on se raconte pour se rassurer. Et notre jeu, c'est juste le personnage principal d'une histoire que l'on construit au cours du temps. Notre mémoire, nos choix ou encore nos goûts, ça sert juste à maintenir la cohérence d'un récit que l'on décrit comme le nôtre, mais qui n'est pas assigné à un moi unique et fixe. Et finalement, le principal c'est que ça marche, non? Ça nous sert à quelque chose d'avoir l'impression d'avoir une identité personnelle unique et stable au cours du temps, alors autant faire comme si on en avait une. Pour savoir où tu vas, il faut croire que tu es le même que tu étais hier. De même que pour aimer, être aimé ou encore simplement travailler sur soi-même, il faut bien imaginer que le concept de soi-même existe. Et il en va de même pour la justice, on est bien obligé de considérer l'existence d'une identité un minimum stable pour
maintenir l'ordre et un sentiment de justice. Et ça, même si de temps en temps, on doit, au cas par cas, juger de la responsabilité ou non d'un individu en fonction de facteurs assez subjectifs et philosophiquement discutables. Comme le dit le philosophe Daniel Dennett, le moi est un centre de gravité narratif, c'est-à-dire un point imaginaire autour duquel s'organise une histoire. Il n'existe pas dans le réel, mais on agit comme s'il existait pour de vrai, comme s'il était physiquement présent. Et bah ça marche, donc si ça marche, c'est bah ok, tu n'as pas d'identité, mais bon, Osef. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, t'es un bon... t'es une canaille. No! God, please, no! 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 Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à faire les trucs de l'algorithme, commenter, like, partage, tu connais. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ici on parle entre autres de philosophie. Allez, bisous!